Comment intégrer une nouvelle tendance dans un grand groupe? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec Mathieu Degeorges, ancien chef de produit, qui est devenu intrapreneur en lançant Make It, l'atelier Do It Yourself de Leroy Merlin. Bonjour Mathieu Degeorges. Aujourd'hui je reçois Mathieu Degeorges de Leroy Merlin qui va nous parler de comment Make It est né chez Leroy Merlin et l'histoire de ce projet. Salut Franck. Salut Mathieu. Ouais, effectivement, Make It, c'est un beau projet intrapreneurial qui est né il y a maintenant 3 ans et demi. Alors je mens un petit peu, il est né un peu plus longtemps en avance. Pourquoi ? Parce qu'en fait on l'a démarré de manière très standard chez Leroy Merlin en mode projet. C'est-à-dire qu'on a eu une idée avec mon compagnon Anthony. On s'est dit, c'est super, on était chef de produit à l'époque. Sur nos marchés, on a beaucoup de gens qui sont dans la cible Leroy Merlin, à savoir un gros bricoleur, une cinquantaine d'années, plutôt masculin. Mais on a du mal à attirer les jeunes. Et du coup, on s'est dit, mais il y a une tendance en ce moment de fond qui est super intéressante, qui est le do it yourself, et notamment l'explosion de Pinterest nous a vachement titillé. Et sur nos univers, à l'époque, moi j'étais sur les produits de bois, de vente de bois, et Anthony sur la quincaillerie. Il y avait, on était sur des univers, sur lesquels on a beaucoup de créativité. Oui. Il n'y a pas un objet pour un usage, on peut faire plein de choses. Et donc on s'était dit, mais pourquoi on ne ferait pas le marmiton du bricolage ? D'accord. C'était l'idée de base. Et c'est quelque chose on s'est mis autour d'une table et on a commencé à réfléchir, à brainstormer. Et on a embarqué des gens en interne avec nous. Et puis, au bout d'1 an et demi, on n'arrivait pas finalement à faire décoller le projet. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des lanternes en interne, l'inertie, un agenda qui était déjà bien rempli. Surtout qu'on parlait de nous d'une solution digitale à l'époque. Et c'est important quand je dis solution, parce qu'on avait une super idée en tête, mais pas de moyen de la mettre en œuvre. D'accord. Donc c'était d'agréger plein de recettes, entre guillemets, de bricolage avec des petits meubles à faire soi-même ou des objets de déco. D'accord. Okay. Exactement, okay. Ouais. Avec du bois, de la quincaillerie. En fait, on cherchait une nouvelle façon de vendre nos produits. Ouais. À une cible beaucoup plus jeune. Et donc ça, c'est de vos propres initiatives. Vous dites, tiens, c'est bien de faire quelque chose comme ça sans aucun... Vous auriez pu faire ça en dehors de Leroy Merlin, en fait, non ? Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu faire ça en dehors de Leroy Merlin. Mais on ne s'est pas trop posé la question parce qu'on s'est dit, à l'époque, chez Leroy Merlin, on était 2 chefs de produits sur un marché de libre service. Et quand je dis ça, je vais faire le parallèle avec d'autres marchés, d'autres chefs de produits qui étaient plutôt sur de la vente finalement. Quand on prend par exemple la vente d'un poêle à bois, c'est forcément un acte de vente avec potentiellement un service, donc une offre de solution. Oui. Nous, c'est des produits qu'on a en linéaire, les gens viennent les chercher et ils repartent avec. D'accord. Et donc en fait, on s'est posé la question parce qu'on était dans ce cadre-là finalement, on s'est dit tiens, comment on peut faire évoluer, progresser notre image auprès des jeunes générations. Voilà, c'était plutôt ça finalement l'angle d'attaque. D'accord. Donc vous avez votre idée de marmiton du bricolage, oui, du do it yourself. Du do it yourself, ouais. Et à partir de là, alors qu'est-ce qui se passe ? Et donc à partir de là, on va essayer de recruter en interne des gens qui peuvent nous aider sur le digital, sur la communication externe. Et puis on commence à essayer de monter un groupe projet, essayer de tester des choses. On a fait un test à l'époque, on a été voir une startup qui s'appelle Wikifab et qui crée des tutos en ligne justement sur tout un tas de choses, mais spécialisé plutôt sur du bricolage, enfin de la création en tout cas. Et ce test-là, il a été plutôt intéressant parce qu'on a eu sur 15 jours, 3 semaines à peu près, 10 000 connexions, une centaine d'inscrits et une trentaine de propositions. Oui, bien sûr, il y avait de l'incentive derrière. L'idée, c'était de voir finalement si les gens étaient en mesure sur une plateforme de créer du contenu. D'accord. Un des enseignements forts, c'est que finalement, c'est compliqué. C'est compliqué. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on demandait la création de contenu avec des photos de chaque étape de la construction. Et ça sous-entend finalement de prendre des photos au bon moment. Oui, donc ça peut sous-entendre de refaire le projet. Oui. Et donc ça, on s'est rendu compte que finalement, c'était peut-être pas forcément la bonne façon de voir ce sujet-là. D'accord. Et la chance qu'on a eue finalement, c'est qu'au même moment, on a eu l'occasion de rentrer dans un parcours intrapreneurial chez Leroy Merlin. Okay. Qui était une saison en fait où la cellule innovation en interne, Start, nous apprenait la méthode Lean Startup et nous suivait jusqu'à l'implémentation de notre prototype, notre MVP.
D'accord. Et c'était la deuxième saison, donc on était le deuxième lot finalement. Ok. On a eu de la chance parce qu'on a fait partie de cette promo-là avec seulement 4 projets. Et donc ça, c'était en août-septembre 2017. D'accord. Ok. Alors le projet prend une autre ampleur à ce moment-là? Il prend une autre ampleur et nous, on prend une claque parce qu'on était parti sur une solution. On s'est dit, super, on va venir avec notre marmiton du bricolage et puis la cellule va nous aider, Yann va nous aider, ça va être super. Et puis finalement, on ressort de la première journée, on se dit, mais il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Et ce qu'on n'avait pas compris, c'est qu'il fallait d'abord imaginer un problème, finalement, une cible, et puis essayer de vérifier si cette cible-là avait ce problème-là. Et donc là, grosse claque parce que nous, chefs de produit, avec forcément un métier complètement différent, on n'avait pas du tout appréhendé le fait qu'il fallait faire complètement différent. Et donc, c'était un vrai challenge et ça nous a permis justement d'aller dans la rue directement. Alors, c'était à Lille, sur la Grand Place. Et pendant 1h30, 2 heures, on a été interviewer des gens au hasard. Enfin, pas vraiment au hasard, on a ciblé un petit peu quand même. Et donc, on a eu vraiment des retours hyper positifs. Et donc, cette démarche, on l'a continuée sur quelques semaines. Et ça nous a permis de nous rendre compte qu'une personne sur deux de nos personas avait potentiellement un des problèmes qu'on avait commencé à identifier. Qui était ? J'ai pas de place, j'ai pas d'outils, j'ai pas de compétences, mais j'ai envie de créer par moi-même. D'accord. Ok. Voilà, donc ça a été validé. Et on s'est dit, on va continuer, on va faire une proposition de valeur. Et à ce moment-là, on a eu encore des ateliers de travail et ça nous a permis de dire, OK, on avait une solution qui était digitale. Finalement, on se rend compte que les gens, quand ils nous parlent dans la rue, ils nous disent j'ai besoin d'un endroit, j'ai besoin d'outils à un moment précis, j'ai besoin d'une aide d'un coach à un moment précis, dans un endroit potentiellement. Et donc on s'est dit, finalement, est-ce qu'on ne proposerait pas un atelier dans la ville, dans lequel on propose des établis avec des outils, des coachs qui sont là pour aider, et puis de la matière première qui correspond à 80% des projets de do-it-yourself, de création de meubles, de petits objets de décoration. Okay. Donc ça, c'était notre proposition de valeur. On est retourné dans la rue, on a été voir des clients. Alors c'est marrant, on est allé dans des zones de chalandise qui s'y prêtaient bien, avec de l'art créatif, notamment Rougy et Play. Enfin voilà, je sais pas si j'ai le droit de citer des marques, mais Cultura, Zodio, etc. Tu peux. Et du coup, on était dehors sur le parking et voilà, on montrait notre proposition de valeur. Et là, on a eu un bon taux de clic parce qu'on était à peu près un peu plus de 50% aussi. Taux de clic En fait, on avait créé une fausse landing page avec je m'inscris pour réserver un atelier. Et donc, on a des gens qui nous ont laissé leur adresse mail. D'accord. Et derrière, finalement, on s'est dit, ouais, OK, il y a quelque chose. D'accord. Et donc là, on est en décembre 2017 à peu près. OK. Et à ce moment-là, on se dit, voilà, go, il faut qu'on lance un prototype, un MVP, un atelier, finalement. Alors à l'époque, on devait le faire à Lille. Et puis finalement, on n'a pas eu le local qu'on souhaitait, donc on l'a fait à Paris, très rapidement. Et entre-temps, bien sûr, notre comité de direction nous a donné le go pour y aller, pour expérimenter. L'idée, c'était de savoir si, il y avait de l'appétence, et deux, si potentiellement ça pourrait être, amener un nouveau business model pour Leroy Merlin à moyen long terme. Bien sûr, oui. Alors, juste sur cette partie-là, avant l'ouverture du premier atelier, donc faisant partie du programme START, avec le soutien en interne était minimal, au fait, ou au contraire, il y avait... Alors, le soutien était très fort parce que, en fait, cette démarche d'intrapreneuriat, elle était suivie par la direction. C'est-à-dire qu'en gros, on a eu des points de rendez-vous assez réguliers à partir du début de cette démarche-là, finalement jusqu'à il y a très peu de temps, quand le projet, mais j'en parlerai tout à l'heure, mais le projet a fermé ses portes rue des Rosiers, donc c'était il y a 1 an à peu près. Et on a toujours été soutenu par le comité de direction avec des feedbacks, avec effectivement des séances de go-no-go. Et donc ça a été hyper enrichissant de ce point de vue-là. Et donc on a eu un gros soutien aussi de la cellule innovation Start, qui nous a coachés vraiment du début jusqu'à la fin du projet. Alors même si je dis il y a une fin au projet parce qu'aujourd'hui on est plutôt sur une voie d'industrialisation, mais du projet intrapreneurial en tant que tel, oui, effectivement. Et donc on a eu la chance d'être mis en lumière à un moment donné. Et notamment à la centrale d'achat, on a eu la possibilité de participer à un démo day où on a pitché devant nos collègues de la centrale d'achat. Alors tout le monde n'était pas là, parce qu'on est entre 1200 et 1400, donc c'est toujours très difficile de faire passer l'information dans ce sens-là. Mais oui, on a toujours été soutenu. Ah oui, d'accord, c'est là où là, le projet a pris de l'ampleur, une validation d'acceptation en interne, de déploiement en interne. Exactement, exactement. Et toi, tu étais toujours sur ton boulot d'avant et tu étais en train de jongler entre les deux. Comment tu faisais ? Oui, effectivement. À ce moment-là, j'étais encore sur mon métier de chef de produit et ça n'a pas bougé avant la fin d'année 2018. Et donc, en fait, on avait les deux casquettes sans véritablement de temps alloué au projet intrapreneurial. Donc, c'était hyper intéressant.
Ça a été challengeant forcément, mais c'était intéressant dans le sens où je pense que c'est à ce moment-là où on a été le plus efficace. Sans avoir de temps, on était dans la contrainte et on devait aller vite. Et donc, c'est ce qui nous a permis d'aller très vite sur l'implémentation du MVP. Comme je le disais tout à l'heure, on devait être à Lille. Finalement, 2 semaines, 3 semaines avant l'ouverture, on nous a dit que c'était pas possible. Et donc, on a dû pivoter, aller vite finalement pour trouver un lieu qu'on a trouvé à Paris. Alors, initialement, l'ouverture devait se faire mi-mars, début avril, et finalement, on a réussi à ouvrir début mai. Donc, finalement, on a réussi à se retourner assez rapidement. D'accord. Mai, juin 2018, le test en grandeur nature, rue du Roi de Sicile, dans le Marais. Ouais. Et j'imagine pour faire ce test, il faut un budget, il faut ça pareil, c'était le programme Start, c'est arrivé avec le programme Start ou soutien de direction, il a fallu se battre pour ça ou Alors oui effectivement, il a fallu, non il n'y a pas fallu se battre. Je ne veux pas mentir, il n'y a pas fallu se battre du tout. Pourquoi ? Parce qu'avec notre casquette de chef de produit, l'avantage qu'on a eu, c'est que comme on vendait des produits dans la boutique, on a embarqué nos fournisseurs avec nous. D'accord. Et nos fournisseurs nous ont aidés. Parce qu'ils ont cru au projet en se disant, OK, on a une place de choix dans Paris, on va vendre des produits de manière exclusive, il n'y aura pas d'autres concurrents. C'est-à-dire que chez Leroy Merlin, on a plusieurs centaines de fournisseurs et là, il y en avait une vingtaine. Donc, ce qui fait que voilà, il y avait une vraie exclusivité par rapport à ça. Donc, ils nous ont aidés financièrement à assurer ce prototype pendant 1 mois et demi. Mais effectivement, quand on est passé à la séance de Go-No-Go de février, on a bien validé effectivement les ressources à ce moment-là. D'accord. Donc là, il y avait une demande de budget, donc il y avait quand même au-delà du temps que tu donnais sur le projet, il y avait quand même un vrai engagement de l'entreprise en termes de budget, de moyens pour que ce proto puisse voir le jour. Ouais, il y a toujours eu un engagement de l'entreprise. Enfin, à chaque étape du projet et même après, mais on en parlera juste après, je pense. Quand on a implanté l'expérience pendant 1 an rue des Rosiers, on a eu un soutien total, effectivement. Ouais, d'accord, ok. Donc là tu avais je sais pas, une cinquantaine d'adresses email que tu avais récoltées à Lille en disant sur un iPad qui te disait oui, je suis partant pour. Et tu vas ouvrir un truc dans le Marais à Paris. Ouais, grosse difficulté, c'est qu'effectivement la cible n'était pas du tout là où on l'attendait. La chance qu'on avait, c'est qu'on avait fait aussi une séance à Paris, à côté de Beaubourg, donc du magasin Leroy Merlin. Et donc on avait déjà engrangé quelques adresses mail. Bon, pas beaucoup, mais ça nous a permis d'enclencher un petit peu et de faire venir les curieux, justement. Ce qui était hyper intéressant aussi, c'est qu'on s'est adjoint l'aide de magasins, c'est-à-dire de vendeurs de magasins aux alentours de la région parisienne, parce qu'en fait, on avait encore nos casquettes de chef de produit, mais on devait être dans le lieu entre 11h et 20h du mardi au dimanche. Ouais. Et on ne pouvait pas animer, tous les deux, ce n'était pas possible, en plus de notre métier. Donc on a fait un appel à candidature, et donc on a plein de conseillers de vente qui sont venus nous aider. Et mine de rien, ça nous a aussi rapporté pas mal de monde. Mais on a compté vachement au début sur le trafic, parce que dans le Marais, il y a beaucoup de trafic, c'est aussi pour ça qu'on s'était implanté là, le trafic naturel de la rue. Et ça a été une difficulté après, mais peut-être qu'on en parlera. Non, mais non, très bien. Juste les conseillers qui venaient vous aider, eux, comment ils géraient leur boulot au quotidien, et puis ça, et du coup, ils prenaient une journée, comment c'était justifié, tout ça Non, ils prenaient pas une journée, en fait, c'était validé avec leur manager. Voilà, souvent, c'était une journée ou une demi-journée. On a eu des gens qui venaient de loin, on avait des gens qui venaient de Marseille, de Metz, de Lorient. À Lorient, ils sont venus 4 jours de suite, donc ça a été validé par leur comité de direction. Donc voilà. L'idée, c'était aussi notre objectif, c'était aussi qu'ils apprennent, parce qu'on avait aussi derrière la tête cette volonté de l'apporter dans le futur dans nos magasins. Et on pensait et ça s'est vérifié que c'est un nouveau geste métier pour nous. C'est un nouveau métier finalement. Ouais. Le coaching, l'accompagnement de clients, de la conception jusqu'à la réalisation. Vraiment la montée en compétence du client. Et c'était compliqué d'obtenir ces conseillers de vente, de les faire venir ou Alors, ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident. Non, ça n'a pas été évident. Alors, on en a eu quand même une bonne entre 50 et 60, donc vraiment une belle réussite. Mais dès que le week-end arrivait, forcément, le week-end, on est plutôt sur du commerce, et donc ce qui est logique, on avait un peu moins de monde. Mais ce qui n'était pas grave, parce avec le temps, nous, on s'est aussi fait la main. Moi, je n'étais pas très bon bricoleur, et finalement, je suis monté en compétences, donc c'était bien. Mais oui, non, ça n'a pas forcément été facile, parce qu'en plus, en termes de timing, ça a été, comme je te le disais tout à l'heure, on a su pour Paris relativement tardivement, et donc il a fallu lancer des emails, des rebonds d'emails, relancer des emails. Mais on a su compter sur vraiment le soutien de magasins, et c'était vraiment enrichissant pour le coup. C'est super. Donc c'est un soutien de l'organisation, pas juste en termes
de moyens, de budget pour avoir le local, mais aussi des personnes, des magasins différents qui venaient contribuer au projet, quoi. Ouais. Ouais. C'est fort ce que tu dis là, parce qu'en fait, effectivement, l'humain chez Leroy Merlin est très important. Et comme j'aime dire souvent, c'est qu'on est 25 000, on est 25 000 entrepreneurs. Et il y a vraiment cette âme-là, cette fibre de gens qui veulent mettre la main à la pâte, et en tout cas qui veulent aider sur des nouveaux concepts, des choses qui arrivent, parce qu'on a tous la volonté d'apprendre et finalement d'apporter la meilleure chose à nos clients, forcément. Ouais. Ah, super. Donc le magasin ouvre. Tu m'as dit un an d'expérimentation à peu près. Alors le premier pop-up store, c'était 1 mois et demi. 1 mois et demi, pardon. Rue du Roi de Sicile. Bon, on a eu quelques enseignements. C'était vraiment pour poser le concept. On partait de rien, vraiment d'une feuille blanche. Ouais. On s'est adjoint à l'aide d'un merchandiser. D'ailleurs, on a été aussi aidé en interne. Un merchandiser, c'est, je pense que. Ouais, mais du coup, qu'est-ce qu'il faisait le merchandiser? Le merchandiser, chez Leroy Merlin, il organise finalement les rayons en magasin. Et donc lui, il nous a aidé à construire avec des plans 3D finalement le lieu. C'est lui qui nous a aidé à agencer finalement le lieu. Voilà. Donc c'est lui qui nous a permis de bien disposer à la fois les produits, les établis, les outils et de servir au mieux de l'espace en fait. Ouais, super. Alors quand vous ouvrez le magasin, vous avez un critère de succès un petit peu, ou c'est juste on va voir ce qui se passe et Alors à l'époque, c'était plutôt effectivement on va voir ce qui va se passer. Nous, l'objectif c'était de rentrer dans nos frais. Et ça a été réussi. Mais ce qu'on voulait savoir, c'était effectivement si la cible qu'on avait imaginée, elle venait bien là. Et la cible qu'on a imaginée, c'était plutôt une jeune femme urbaine, connectée, qui n'avait jamais bricolé ou vraiment très rarement. Et c'était voir si ça pouvait l'intéresser. D'accord. Et là, pour le coup, ça a été un vrai succès parce qu'en majorité, on a eu des femmes. En majorité, on a eu des gens qui avaient entre 25 et 40 ans. D'accord. Et puis forcément des urbains, parce qu'on était en plein cœur de Paris. Ouais. Et donc du coup, ça a éveillé l'attention finalement de la marque, de Leroy Merlin. Pourquoi ? Parce que je te le disais tout à l'heure, en fait, on a plutôt des gros bricoleurs aujourd'hui dans nos magasins. Et l'objectif, c'est de renouveler notre cible client, comme beaucoup d'enseignes d'ailleurs. D'accord. Est-ce que ça s'appelait toujours Leroy Merlin ou il n'y avait pas de référence à Leroy Merlin Alors, il y avait une référence à Leroy Merlin parce qu'en fait, on s'appelait Make It et en dessous, il y avait le logo Leroy Merlin. À l'époque, les deux logos étaient séparés. Ouais. Mais finalement, pour l'étape d'après, donc le deuxième test, on les a... Enfin, ça a été adjoint. C'était Make It Leroy Merlin. D'accord. Tout attaché. Ok. Donc effectivement, on ne se cachait pas. Ouais. C'était vraiment assumé et c'est une vraie volonté de montrer que Leroy Merlin pouvait aller sur ce terrain-là aussi. D'accord. Ok. Ouais. D'accord. Voilà. Ok. Donc l'ouverture de la boutique. Ouais. Du coup, alors, sur le mois de mai et juin, ça se passe super bien. On a des bons retours. Mi-juin, on a un go-no-go. Ouais. Et là, on nous dit, OK, super. Par contre, 1 mois et demi, c'est trop court. Et on veut voir s'il y a encore plus d'enseignements finalement. Okay. Et donc, on valide le fait que vous preniez une expérience d'1 an. D'accord. Et donc là, on se met en quête d'un nouveau lieu pendant l'été. On fait la liste de tous les enseignements qu'on a eus. Et puis, on se dit, comment on va itérer sur ce projet-là. Et donc, on arrive fin novembre 2018, rue des Rosiers, donc à 150 mètres de l'ancien lieu, avec une boutique qui fait l'angle avec la rue Ferdinand Duval, sur 170 mètres carrés à peu près. Okay. Un enseignement, c'est qu'à l'époque, sur la première boutique, on était en sous-sol. Enfin, il y avait un rez-de-chaussée et un sous-sol. Ouais. Et donc, c'était compliqué parce que la vente de produits se passait en sous-sol. Donc, pour remonter les produits à chaque fois, c'était un peu galère. Okay. Et donc là, en fait, on est sur du plein pied. Et un autre enseignement, c'est qu'il y avait vraiment il y avait 3 endroits distincts dans la boutique. L'atelier, donc en tant que tel, avec les outils, les établis. La partie plutôt inspirationnelle, où là, on met en musique un peu les projets que peuvent faire les clients. Donc, là, c'était ton Pinterest du do-it-yourself, là, ton marmiton du do-it-yourself. Un peu ça, mais grandeur nature, en vrai, pour le coup. Alors, on avait des livres aussi, on était un peu old school, mais l'idée, c'était de pouvoir inspirer, avec une grande table, un peu comme celle-là, d'ailleurs, où les gens pouvaient s'asseoir, prendre un café. Et puis, au fond de la salle, finalement, la vente de produits. Donc, on a amélioré, qu'on a itéré en fonction des retours qu'on a eus. Et notamment, là, ça a été intéressant, c'est qu'on a réussi à travailler avec des fournisseurs, des produits exclusifs, justement, pour les clients de Make It. Donc, il y a des gens qui venaient dans la boutique retrouver des produits qu'ils n'avaient pas en magasin. L'idée, c'était de tester aussi l'appétence et d'avoir des produits qui, finalement, rentraient dans ce 20-80 de création d'objets, de création de luminaires, etc. Okay.
Et est-ce que vous avez fait des tests sur le business model? Parce que le business model, c'était quoi? C'est la vente de produits uniquement? Est-ce qu'il y avait les séances étaient payantes? Ouais, effectivement, les séances étaient payantes. En fait, alors, quand sur le premier MVP, comme on n'avait pas de notion de prix ou de quoi que ce soit, et on a posé beaucoup de questions à nos clients à ce moment-là, on était à 5 euros de l'heure, l'allocation d'un établi avec des outils, et 5 euros de l'heure, le coaching. Donc ça pouvait revenir à 10 euros de l'heure maximum. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était pas cher. En tout cas en perception prix par les clients. Et donc on avait un autre business model, il était à la fois sur la vente de produits, mais aussi sur la vente de services. Et donc dans ces services, on est monté un peu en compétences. Et d'ailleurs, quand on a ouvert rue des Rosiers, on avait une équipe de 6 coachs qui étaient là justement pour animer le lieu, animer finalement l'expérience client. Et donc on avait finalement un forfait de base qui commençait à 15 euros de l'heure. 15 euros de l'heure, vous pouviez venir bricoler sur un établi avec des outils en toute autonomie. Et puis après, on avait le coaching qui venait s'adjoindre finalement à l'allocation d'établi. Et donc, on avait un coaching à 15 euros de l'heure qui était non exclusif. C'est-à-dire qu'en gros, le coach passait du temps avec vous, mais aussi avec d'autres clients. C'était vraiment, et ce qui est important de souligner là, c'est que le coach ne faisait pas à la place des clients. Il montrait les gestes, il montrait comment servir les outils, mais finalement, c'est le client qui faisait. C'était le plaisir de l'expérience. Exactement. Et il y avait un forfait de coaching exclusif pour le coup. Donc là, le coach était à 100% avec le client pendant 1 heure et tout compris avec l'allocation d'outils, c'était 60 euros. Donc 15, 30, 60. Et il y avait un autre service qui était la conception sur table, parce que beaucoup de clients venaient dans la boutique en disant bah voilà, j'ai envie de faire une table, j'ai envie de faire une étagère, par contre je ne sais pas quelle dimension, je ne sais pas comment agencer, etc. Et donc là, le coach se posait avec lui pour imaginer le projet, le dessiner, aller dans la partie plutôt boutique marchandise, et on sélectionnait les produits ensemble. Ok. Qu'est-ce qui marchait le mieux dans tout ça? Ce qui marchait le mieux, c'était forcément la location d'établi. Chaque personne louait un établi avec des outils, mais c'était le coaching partagé. C'est-à-dire qu'en gros, on avait beaucoup de projets qui démarraient avec un coaching exclusif, parce qu'on a eu 80% de novices, de gens qui n'avaient jamais mis les mains sur un outil, mais qui basculaient sur la 2e heure, la 3e heure, sur du coaching partagé, parce que les gens se sentaient en confiance. Ce qui est important dans ce sujet-là, c'est qu'il y avait un déclic à avoir. Et les gens, souvent, n'osaient pas. Et à partir du moment où, en fait, vous êtes accompagné, c'était parti. Ouais. On a vu des gens qui n'avaient jamais bricolé, jamais touché de scie sauteuse, et qui faisaient des trous, qui coupaient. C'était beau à voir, hein, pour le coup. Ils se trouvaient un don tout à coup. Ouais, exactement. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que quand on a présenté le projet au comité de direction, je leur ai dit, voilà, c'est le projet qui va changer la vie de ma sœur. Parce que ma sœur était dans la persona, 29 ans. Elle est allée chez Leroy Merlin et s'est dit, c'est pas pour moi. Par contre, j'ai envie de faire une table basse. Comment je fais? Et donc, elle est venue faire sa table basse. Et elle a fait d'autres projets derrière parce qu'ils se sont découverts une passion justement pour bricoler. Ça me donne envie de faire une table basse aussi. Bah écoute, avec plaisir. Il faudra que tu viennes à Madeleine, alors quand on sera réouvert, bien sûr. Ouais, c'est ça, la réouverture avec le Covid et tout. Alors après donc, cette expérience, là, pareil, toujours avec le soutien de Leroy Merlin, même des magasins en plus qui se disent on a envoyé des personnes là, ça se passe bien. C'est quoi l'étape d'après, en fait, de ce POC d'1 an? Alors l'étape d'après, c'était finalement de savoir si on pouvait le scaler dans nos magasins, si on pouvait l'industrialiser. Ouais. Et là, il y avait le business model, une rentabilité un peu prouvée, ou c'était juste faire venir des nouvelles personnes et être à peu près à l'équilibre? Là, c'était juste effectivement faire revenir des personnes, être à l'équilibre. L'objectif qu'on avait, c'était de se dire comment on peut capitaliser sur les actifs qu'on a aujourd'hui, 140 magasins, plutôt que d'aller prendre une salle en plus dans un quartier qui vaut ce qu'il vaut. Ouais. Mais du coup, comment on peut finalement capitaliser sur nos actifs et se dire, OK, on va chercher cette rentabilité dans nos magasins. Là, on était sur une courbe d'apprentissage qui tendait justement à l'équilibre, mais on n'y était pas. Donc, il fallait justement aller chercher ça dans nos magasins. D'accord, ok. Et donc là, tu changes de modèle, enfin vous changez de modèle, et là, c'est plus la boutique en ville, mais c'est... Du coup, c'est un atelier qu'on a ouvert à la Madeleine il y a 1 an. Dans le magasin de la Madeleine, pardon. D'accord, on reste en ville du coup. Ouais, on reste en ville dans un premier temps. En fait, nous, on a souhaité avoir une étape de transition. Parce qu'on s'est dit, voilà, on est dans un stand-alone, ça marche. Ouais. En tout cas, il y a des gens qui viennent. Il y a d'autres indicateurs que je n'ai pas évoqués, mais on a fait exploser notre communauté. Ça plaisait notamment à cette cible jeune qu'on allait chercher. Et donc, on reste en ville, mais dans un magasin Leroy Merlin. C'est quoi les indicateurs qui ont explosé?
Les abonnés. Les abonnés? Ouais, D'accord. on a vraiment créé une grosse communauté sur le do-it-yourself D'accord. sur Instagram et Facebook. Ok. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on est à peu près à 30 000 followers. D'accord. Ok. Au début, on est parti sans avoir publicisé aucun contenu. Ouais. Donc, c'est plutôt intéressant de voir que de proche en proche, les gens ont Ouais. C'est s'appelle Make It by Leroy Merlin. mis qu'ils le remettent là, ouais, effectivement. D'accord. Ok. Ouais, super. Super. Et donc la Madeleine. Ouais. Ouais. Et du coup, la Madeleine, l'idée, c'est de voir comment on arrive à finalement prendre ce concept-là et le mettre dans un magasin. Ouais. Pas évident dans le sens où on est dans un magasin. Ouais. Et bien des gens nous disaient, ce qui est agréable, c'est qu'on ne se sent pas dans un magasin quand ils venaient chez nous. D'accord. Et donc on s'est dit, bon, il y a un challenge, c'est de se dire, est-ce qu'on peut garder cette même cible qui vient chez nous parce que justement elle se sent comme chez elle finalement. On était un peu le garage ou la pièce en plus qu'un Parisien ne peut pas avoir quand il bricole. Et là, vous avez gardé le même concept, la table avec les démos, les établis, etc. Ouais. D'accord. Bah là, on est passé de 170 mètres carrés à 45 mètres carrés. Oui. Donc, gros challenge, mais en même temps, très intéressant parce que finalement, nos magasins, c'est l'espace dont ils disposent en moyenne. Donc, se dire, si on doit scaler, si on doit industrialiser, il faut absolument qu'on puisse faire avec ce terrain de jeu-là. Et finalement, c'est une réussite. Pourquoi ? Parce qu'on est implanté dans le linéaire où il y a tous les produits de libre-service, bois, etc. Et donc qui nous aident à fabriquer les objets des clients. Et dans ces 45 mètres carrés, on a réussi à avoir effectivement la partie accueil, avec une grande table un peu comme celle-là, toujours, nos inspirations, et puis une porte qui ouvre sur l'atelier. D'accord, donc là, vous n'êtes même plus avec pignon sur rue, il faut rentrer dans Leroy Merlin, traverser Leroy Merlin, trouver le Make It et y aller. Quoi, et d'autant plus que c'est en sous-sol à la Madeleine. Ouais. Mais bon, c'est pas inintéressant dans le sens où ça nous a permis de confirmer qu'on avait 50% des gens qui venaient chez Make It qui n'étaient pas du flux du magasin. D'accord. Donc ils sont venus spécifiquement pour Make It. Du coup, qui vous ont entendu par votre communication et votre... Qui nous avaient connus rue des Rosiers, qui nous ont suivis. Alors, même si là, il y avait 2 stations de métro de la ligne 14, ça peut être très long pour les Parisiens. Il y a des gens qu'on a perdus, des clients qu'on a perdus à cause de ça. Mais néanmoins, effectivement, il y a des gens qui sont revenus. Et puis, on avait aussi fait monter en puissance une activité qu'on avait développée rue des Rosiers, qui était le team building, où des entreprises venaient fabriquer des objets, que ce soit ensemble ou chacun son objet, et ils repartaient avec. D'accord. Ça changeait de l'horizon des team building aujourd'hui, qui sont des escape games, etc. Ceux qu'on connaît, quoi. D'accord. Et effectivement, donc du coup, 50% de nouveaux clients par rapport à un Leroy Merlin classique. Et puis 50% des gens du flux du magasin. Donc ça, hyper intéressant, parce qu'on venait aussi prouver qu'il y avait un intérêt à ce projet-là dans l'univers des services Leroy Merlin, et qui était complémentaire finalement avec ce qu'on avait déjà, à savoir la découpe du bois, quand on venait faire des découpes de tablettes, et puis les cours de bricolage qui sont un rendez-vous fixe dans la semaine avec un instructeur qui vient vous montrer les gestes de bricolage. D'accord, ok. Donc ça marche. Oui. Vous validez encore, c'est bon. Oui. Rentabilité, à peu près, on est bon. On est à l'équilibre là, du coup, pour le coup. Ouais. Ok, super. Et là, c'est là où vous passez à l'échelle après, les étapes d'après. Alors là, en mars dernier, on a eu un petit coup d'arrêt forcément par rapport à la situation. Donc on a dû fermer l'atelier. Qui n'a pas réouvert depuis, parce que pour des raisons de sécurité, on peut pas... Quel atelier De la Madeleine. De la Madeleine. Ouais, rue des Rosiers, on l'avait fermé depuis. D'accord. Mais le magasin est toujours ouvert, mais l'atelier est fermé. Oui, exactement. En fait, le magasin, on peut l'ouvrir. L'atelier, il faut des mètres carrés par utilisateur, et ça limite très fortement l'activité. Et donc, il a été décidé pour l'instant de le laisser fermer. Néanmoins, depuis finalement depuis le début de la crise, on a des appels tous les jours des magasins qui veulent ouvrir une expérience Make It dans leur magasin. Et donc, on est en train de travailler avec plusieurs magasins justement pour implanter physiquement cette expérience-là. D'accord. Et avec leurs 45 mètres carrés, il n'y en a pas un qui a réussi à faire un espace suffisamment grand pour qu'il y ait un magasin, un Make It qui ouvre pendant le Covid ou après le Covid? Non, aujourd'hui non, en fait. Et puis surtout qu'on a eu beaucoup de succès, et donc il a fallu assurer derrière, donc à la vente. Et donc forcément, on n'a pas de magasin qui a spécifiquement la possibilité de donner du temps sur ce sujet-là pour l'instant. Mais c'est en train de revenir, et c'est des choses sur lesquelles on réfléchit justement pour cette année. Et dans le centre-ville, il y a beaucoup de magasins Leroy Merlin, ou ils sont plutôt à l'extérieur? Non, les magasins sont plutôt en périphérie, effectivement. En centre-ville, alors Paris, c'est un peu particulier, mais on a vraiment Beaubourg qui est au cœur de Paris. On a la place de la Madeleine aussi, Daumesnil. Donc c'est des magasins qui sont quand même assez urbains. Néanmoins, dans les autres villes, effectivement, on est en périphérie. Est-ce que vous avez testé autre chose en dehors de Paris pour l'instant, ou
Non, on n'a pas testé en dehors de Paris. Enfin, on a des magasins qui se lancent et qui ont ouvert des salles dites Make It. Notamment, on a le magasin de Strasbourg qui a déménagé et qui a ouvert une nouvelle salle Make It sur laquelle ils testent aussi des choses. Bon, on les a accompagnés, mais c'est leur initiative et ils voient comment ça fonctionne en Donc grandeur nature. ils ont récupéré le concept, le nom Exactement. d'accord, ok, Ouais. ok. Ouais, donc c'est une inspiration aussi, une source. Ouais, on a eu de la chance effectivement d'être mis en lumière pendant 1 an et demi et on a eu beaucoup de magasins qui sont venus justement que ce soit rue du Roi de Sicile ou rue du Rosier pour voir ce qu'on faisait, comment on le faisait, etc. S'inspirer pour la suite, ouais. Et comment vous les aidez, ces magasins qui veulent ouvrir un Make It? Vous avez un espèce de playbook, des instructions, des apprentissages à leur transmettre? Ouais, bah justement, c'est en cours. En fait, là, on est en D'accord. train de finaliser ça pour la fin du mois. L'idée, c'est qu'ils puissent avoir ce sera même un site sur lequel ils auront toutes les informations, que ce soit les informations physiques d'implantation ou que ce soit le geste métier. Ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est un métier complètement différent de ce qu'ils peuvent connaître dans les magasins. Même si ça se rapproche beaucoup de ce qui se passe dans les cours de bricolage où il y a un coach qui est là pour apprendre. Mais vraiment, cette partie coaching chez Mekit, c'est un accompagnement du client de A à Z, de la conception jusqu'à la réalisation, sur des gestes de bricolage avec des outils spécifiques. Donc, il faut vraiment une connaissance particulière. Ouais. Ah, c'est pas mal comme histoire. Et du coup, parce que moi je me rends compte que dans ce que tu dis, c'est au fait, si tu l'avais fait en dehors de chez Leroy Merlin, en fait, tu aurais pu peut-être monter le magasin, etc. Mais à la fin, pour scaler quelque part et pour avoir cet impact en dehors du magasin, ça aurait été plus compliqué, il n'y aurait pas eu tout ce support, quoi. Ouais, effectivement, je pense que ça aurait été un peu plus compliqué en dehors. Ça se prêtait bien à l'entrepreneuriat. Ouais. Ce sujet se prête bien à l'entrepreneuriat parce que, encore une fois, les indicateurs qu'on a eus nous confortent finalement dans l'idée de se dire, OK, c'est un sujet qui apporte une autre valeur à la marque, Ouais. qui apporte une nouvelle cible aussi aux clients, donc Ouais. nos clients de demain potentiellement, et puis un côté beaucoup plus fun au bricolage pour le Ouais. coup. Puis ça se base sur beaucoup d'actifs aussi que vous avez. Qu'est-ce qui a été difficile dans cette expérience ou dans ce parcours entre le projet et le Roi Merlin, le reste de l'entité Leroy Merlin? Est-ce qu'il y avait des tensions des fois ou est-ce que c'était vous avez la bénédiction de tout le monde à chaque fois et les budgets et super, allez-y. Est-ce qu'il y avait des trucs un peu compliqués parfois? Bon, de manière générale, on a eu un gros soutien de la part de tous parce que les gens sentaient qu'effectivement c'était un sujet sur lequel fallait aller. On a eu beaucoup, comme je disais, on a été mis sous les projecteurs, on a pu participer à des rencontres, notamment à notre vision, etc., pour donner un petit peu le sens de ce qu'on faisait et pourquoi on le faisait. Néanmoins, effectivement, il y a toujours des tensions dans les entreprises et là, sur certains sujets où les gens n'avaient pas forcément compris ce qu'on faisait, parce que n'avaient pas pu participer au démo day ou avaient entendu vaguement se poser la question de se dire mais est-ce que c'est pas le projet que je suis en train de porter? Et donc il y a eu des tensions à ce moment-là en se disant mais je comprends pas ce que tu fais, on l'a déjà testé. Et quand on prenait le temps effectivement d'expliquer ce qu'on faisait, finalement les doutes s'envolaient et on avait plutôt des alliés avec nous plutôt que des détracteurs. Mais effectivement, à un moment donné, peut-être que je dirais pas que c'est un manque de communication, mais peut-être un manque de renseignement de la part des gens et de se dire ok, on est vu un peu comme des ovnis parce qu'on a le mandat d'aller vite, on a le mandat d'aller tester des choses assez rapidement. Ils se disent mais finalement je l'ai déjà fait ou c'est pas ça qu'il faut faire, etc. Alors qu'en fait ils n'ont pas eu toutes les informations sur ce qu'on allait chercher et pourquoi on allait le faire. Ils avaient l'impression de se faire marcher sur les pieds un peu? Un petit peu, ouais. Ouais, D'accord. un petit peu. Mais finalement, ce qui est intéressant de voir, c'est que là où on a eu le plus de tension aujourd'hui, le projet il atterrit dans les équipes de la pédagogie, parce qu'effectivement, j'en parlais tout à l'heure, les cours de bricolage, c'est un peu concomitant au sujet Make It. Parce qu'il y a un coach qui est là. Alors la différence, et nous la grosse différence qu'on fait, c'est pour ça aussi qu'on a pris le temps de l'expliquer et que ça a été compris, c'est que le cours de bricolage, il est là pour apprendre un geste métier, poser un carrelage, comment peindre un mur, etc. Nous, on est là pour accompagner les gens sur leur projet, peu importe le projet en fait, mais surtout de la création d'objets. Ouais. Et c'est de dire, ok, c'est le client qui dit ce qu'il veut faire. Alors que le cours de bricolage, c'est très bien. Enfin, je suis un gros fan de cours de bricolage, j'en ai pris plusieurs d'ailleurs. C'est un rendez-vous à un instant T, un samedi à 9h, avec tant de personnes. Alors que mes kits, c'est je viens faire ce que je veux, quand je veux, et puis limite avec qui je veux finalement. Donc on laisse le libre choix au client. Et c'est vraiment complémentaire dans l'approche. Et toi, dans cette expérience, du coup, tu as toujours ton boulot d'avant et ton boulot de maintenant? Ou c'est comment maintenant? C'est à temps plein sur Make It ou, Ouais. et comment s'est fait cette transition
Alors en fait, je suis à 100%. Le passage s'est fait au moment où on a implanté le deuxième MVP rue des Rosiers. Donc on est passé à 100% à ce moment-là. Et puis j'ai gardé finalement cette casquette-là jusqu'au confinement. Pendant le confinement, comme le lieu était fermé, j'ai testé avec notre cellule Start une nouvelle proposition de valeur. C'est-à-dire qu'on avait un site internet, mais qui était là juste, alors qui était là pour renseigner finalement sur ce qu'on faisait, hein, bien sûr, mais surtout pour prendre les réservations. Et donc on l'a transformé et on a mis en place des tutoriels. Donc on en revient un petit peu, on reboucle un petit peu avec le marmiton du bricolage. On a été chercher dans les bases de nos partenaires des tutoriels pour les donner à nos clients et se dire, OK, pendant le confinement, on vous accompagne. En parallèle, on avait changé un petit peu le ton sur les réseaux sociaux, on a créé des lives avec des influenceurs, on a occupé le terrain. D'accord. Et donc, on a eu des indicateurs hyper intéressants parce qu'on a eu un pic de fréquentation sur notre site sur le mois d'avril et on a doublé notre communauté sur les réseaux sociaux à ce moment-là. Et donc, en fait, ça nous a permis de faire atterrir le projet au sein de la direction des services chez Leroy Merlin, à la pédagogie, et donc de mutualiser finalement toute la partie cours de bricolage et mes kits, et d'en faire déjà un POC digital. Donc, on a créé un site internet sur lequel on met à disposition des vidéos de tutos qui sont créées par nos collaborateurs. D'accord. Et depuis très peu de temps par nos clients. Et on le fait en UGC. L'idée, c'est vraiment que ça s'auto-alimente en fait. D'accord. Ça marche ça? Bah, ça commence à bien marcher, ouais, effectivement. Alors tout dépend de ce qu'on dit. Qu'est-ce que c'est bien marché? Mais en tout cas, on a l'engouement de l'interne, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'ambassadeurs collaborateurs. Ouais. On commence à avoir des ambassadeurs clients. Et donc l'idée, c'est qu'on aille chercher plusieurs centaines de vidéos sur l'année 2021. Les gens confinés peuvent bricoler chez eux comme ça. Exactement. Il y a eu un gros engouement depuis le premier confinement sur le bricolage. Et donc effectivement, il y a eu beaucoup de demandes. Nous, on pense qu'il y a aussi pas mal de gens qui se sont lancés dans le bricolage. Donc c'est important de pouvoir les accompagner. Ouais. Et en parallèle, on lance aussi des cours en live où les gens peuvent venir s'inscrire sur des cours en live pour apprendre une technique effectivement de bricolage. Ouais, pas mal. Ouais. Vous adaptez aussi au contexte Covid, quoi. On essaye parce qu'effectivement, le terrain a été vachement pris pendant ces confinements-là sur les réseaux sociaux notamment. Et donc l'idée, c'est vraiment aussi de pouvoir tirer notre épingle du jeu, mais aussi accompagner nos clients. Le marché de bricolage s'est bien porté en 2020. L'idée, c'est qu'on puisse aussi accompagner tous les projets qui se sont lancés dans leur majorité. Ouais. Et dis-moi, sur ton expérience d'intrapreneur, c'est quoi la leçon que tu en tires en fait? La leçon que j'en tire, alors déjà, le gros point positif, c'est que je trouve que je vais pas dire une énormité, mais c'est super de faire de l'entrepreneuriat dans une boîte telle que Leroy Merlin ou dans d'autres boîtes qui peuvent être leaders de leur marché. Pourquoi? Parce que ça permet de remettre en cause certaines choses, ça permet de remettre en question, d'aller chercher des nouveautés, de faire de l'innovation. Et ça nous a permis, nous, justement, d'aller expérimenter des choses qu'on n'aurait pas pu faire ailleurs, très franchement. Après, on parlait de difficultés, c'est sûr que on était deux sur le projet. À certains moments, on apprend en marchant. On était chef de produit jusqu'alors, et puis on devient intrapreneur, et donc on s'est pris des claques sur des techniques qu'on ne connaissait pas. Par exemple, le growth hacking, je n'avais jamais entendu parler. Et puis finalement, quand on ouvre la rue des Rosiers en novembre, et puis on voit qu'en décembre, on a un petit peu de fréquentation, mais que c'est pas encore ça. On se dit mince, et en janvier, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc là, Start arrive en disant, mais est-ce que vous faites de l'acquisition? Ça veut dire quoi? Et donc finalement, voilà, on apprend là-dessus, on apprend sur plein d'autres choses finalement, et au quotidien, ce qui était hyper enrichissant, c'est qu'on n'avait jamais la même journée, donc ça a été top. On a pu dessiner un petit peu les contours tout en continuant à expérimenter, donc c'est un vrai plus. Et moi, j'incite vraiment les boîtes qui peuvent le faire à le faire. Pas seulement pour cocher la case, mais vraiment pour aller chercher des enseignements forts. Quand vous posez des questions sur quelque chose, plutôt que de lancer, là pour le coup, mon retour d'expérience, c'est plutôt que de lancer un groupe de projets avec plein de personnes en interne où il y a de l'inertie, pourquoi on n'expérimente pas l'intrapreneuriat et pourquoi pas même la méthode Lean Startup qui fait ses preuves, parce qu'on va au contact du client dans la rue et on va chercher directement les enseignements. Ouais. Et dans ton parcours, est-ce que sur le projet, tu as eu des hauts, des bas, des moments où tu te dis non, mais il faut que j'arrête, ça sert à rien? Ouais, je vais pas te mentir, il y en a eu, effectivement. Des hauts, il y en a eu beaucoup, forcément, parce que c'est hyper excitant. Quand on a mis en place le projet Mekit, quand on est rentré dans le parcours intrapreneurial avec Start, je me sentais bien, moi, sur mon métier de chef de produit.
Et donc finalement, c'était une aubaine parce que j'ai pu choisir. Et donc oui, c'était que des hauts parce que j'ai découvert, j'ai continué d'apprendre. C'est un de mes moteurs d'ailleurs. Et des bas forcément parce que, comme je te le disais, il y a des moments où je me suis senti un peu seul. Parce que je connaissais pas forcément, j'avais pas forcément toutes les compétences techniques sur des sujets. Il fallait que j'aille vite et il fallait que je change ma façon de voir les choses, mon mindset finalement. J'avais peut-être pas forcément le bon mindset à certains moments et j'étais en difficulté. Comme quoi, par exemple? Sur le fait d'aller vite, sur le fait de prendre des décisions au jour le jour, vraiment des choses qui peuvent être challengeantes. On avait aussi du management, donc c'était aussi nouveau pour moi à ce moment-là. Ouais. Il fallait concilier les deux. Et encore une fois, sur la courbe d'apprentissage sur le growth hacking, par exemple, ça a été aussi très très fort. Mais au début, c'était compliqué parce que je me suis dit, mince, est-ce que je vais savoir faire? Ouais. C'était plutôt dans ce sens-là, en fait. D'accord. Mais après, encore une fois, on a été très soutenus du début jusqu'à la fin. Donc, de ce point de vue-là, non, je me serais pas dit j'abandonne, au contraire. Ouais. Et vous étiez un binôme aussi, si j'ai bien compris, sur Ouais. tout le projet. Donc ça devait aussi, vous deviez vous parler, vous échanger sur ces moments de doute, aussi ces moments difficiles. Ouais, effectivement. Ouais. C'était une force, effectivement, qu'on puisse échanger, comparer un petit peu nos points de vue, avec deux profils différents, parce que bon, Anthony, il a plutôt 20 ans de boîte et moi j'ai 5 ans de boîte, donc effectivement c'est différent. Ouais. Mais avoir ces feedbacks constants, c'est hyper intéressant, effectivement. Quel conseil tu donnerais à un intrapreneur qui se lance un petit peu, ou toi, il y a au début du projet, il y a 4-5 ans Qu'est-ce que je me dirais si je retournais dans le passé? Quel conseil tu pourrais te donner? Ce que je me dirais, c'est que je pense qu'il faut pas hésiter à communiquer. Je pense que la clé de l'intrapreneuriat, que ce soit avec son réseau interne ou l'externe, c'est de communiquer, de savoir dire ce qu'on fait et pourquoi on le fait, et aller chercher du feedback constant. Et je pense qu'à certains moments, je ne l'ai peut-être pas fait ou pas suffisamment. C'est aussi peut-être pour ça qu'à un moment donné, je me suis peut-être senti un peu, on s'est peut-être senti un peu seul dans le projet, mais ce qui est logique, hein, très franchement. Mais peut-être que j'irai confronter mon regard à d'autres personnes, peut-être que j'irai me faire challenger un peu plus souvent. Et tout en gardant finalement le pouvoir décisionnel, bien sûr, mais en tout cas, confronter mon regard. Je pense plus, et au travers de la communication, je dirais. Après, peut-être un autre conseil, c'est essayer d'avoir des alliés dans les services clés. Je pense que ça, c'est hyper important parce qu'on peut avoir le mandat, mais derrière, il faut continuer à faire de la pédagogie, ce qui est bien. Mais des fois, ça peut prendre du temps. Moi, je vois l'entrepreneuriat comme un peu le bateau, j'aime pas dire pirate, mais corsaire, hein, qui va aller chercher des nouvelles choses. Et puis, il y a le paquebot à côté qui continue d'avancer et qui a une certaine inertie, ce qui est logique. Et donc, nous, quand on arrive avec nos petits problèmes, forcément, des fois, c'est insignifiant. Donc, c'est compliqué. Il faut pouvoir faire un peu de pédagogie, comme je disais, de la communication, pour aller chercher le bon allié, la bonne réponse. C'est du travail. C'est un travail en plus. Donc, ouais, je dirais communication, avoir des alliés dans des services clés qui peuvent vous aider. Ouais, d'accord, ok. Communication. Et du coup, en reprenant ton histoire, où est-ce que tu aurais communiqué plus au début? Tu dis peut-être aller confronter ton idée plus rapidement Ouais, je pense qu'en fait, c'est au début, au milieu, à la fin. Très franchement, j'aurais continué de le faire de manière plus régulière. Peut-être qu'à certains moments, je l'ai bien fait, et puis à d'autres moins. Et c'est peut-être ça qui m'a aussi pas permis d'avoir de feedback, ou moins de feedback. On a eu beaucoup de feedback pendant la rue des Rosiers, on a été très accompagnés, et puis on a implémenté à la Madeleine. Et à ce moment-là, moi j'ai senti un moment où si j'étais pas allé chercher le regard de certaines personnes, peut-être que j'aurais pas fait comme on a fait là, c'est-à-dire implanté dans 45 mètres carrés, c'était quand même compliqué. On s'est pas arraché les cheveux, hein, je mentirais de dire ça, mais il a fallu quand même composer avec pas mal de choses. Et donc peut-être que là, à ce moment-là, je serais allé chercher plus de feedback, effectivement, pour améliorer un petit peu l'expérience. Ouais. Cool. Merci Mathieu. Tu vas rajouter quelque chose sur ton expérience? Non, moi je trouve. Non. Oui. Non, je trouve que c'est une super expérience. Franchement, je regrette absolument pas. Je te le disais, j'ai eu le choix entre garder mon métier ou me lancer dans cette expérience-là. J'ai appris puissance 10 000 et comme je dis souvent, je pense que c'est le meilleur des MBA. Ouais. Vraiment, j'ai appris sur des domaines que j'aurais jamais osé apprendre tout seul. On a monté un site internet, on a monté une communauté, on a fait du growth hacking, on a fait plein de choses. Ouais. Donc non, top. Non, mais c'est ça, en t'écoutant, on a vraiment l'impression qu'effectivement, tu as été une
courbe de croissance d'apprentissage assez phénoménale avec ce projet, quoi. Mais je crois que c'est la clé en fait de l'intrapreneuriat. Pour l'entreprise, c'est effectivement d'aller explorer sans pour autant se brûler les ailes, on va dire. Enfin, ça sent le mauvais jeu de mots, mais et puis pour le salarié, c'est vraiment la courbe d'apprentissage. Et je pense que même si c'est pas peu dire que dire qu'on a beaucoup appris sur ces sujets-là et que ça permet d'ouvrir d'autres horizons. Ouais. Ok, super. Merci Mathieu. Merci Franck.